Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du nucléaire tactique russe. Allez, c'est parti. Variées pendant la guerre froide, les munitions nucléaires tactiques se sont raréfiées dans les années 1990. Celles-ci sont conçues pour un emploi sur la ligne de front ou contre des objectifs militaires précis. La puissance n'est pas réglementée, bien que les charges soient généralement inférieures à celles des munitions stratégiques, qui sont destinées à détruire de vastes zones dans des frappes dites démographiques. La question de l'utilisation du nucléaire tactique est relancée depuis le discours de Vladimir Poutine du 28 septembre 2022 et l'allusion à la capacité russe à défendre son territoire par tous les moyens en sa possession. Les capacités russes, elles, sont réelles pour mener de telles attaques, mais l'emploi demeure conditionné à des circonstances précises. L'arsenal de munitions à charge nucléaire tactique s'est réduit avec la période post-soviétique. Par sa décision dite de l'initiative nucléaire présidentielle, le président russe Boris Eltsine annonce en janvier 1992 que tous les obus à charge nucléaire et les mines terrestres seront neutralisés. Le même sort attendrait un tiers des charges tactiques pour munitions de marine et la moitié pour celles de l'aviation. Les sites de démantèlement russes tournent alors à plein régime pendant la décennie. Mais les objectifs n'auraient pas été totalement satisfaits 11 ans plus tard selon le propre aveu de la Russie. Le maintien en stock, voire en condition opérationnelle des obus d'artillerie nucléaire reste ainsi une possibilité. Celui d'ogives nucléaires pour missiles balistiques tactiques et missiles anti-navires, lui, est officiel. 3 armements nucléaires tactiques seraient privilégiés dans le cadre d'affrontements terrestres. Il s'agit d'abord de missiles de portée intermédiaire afin d'enrayer une avancée adverse, comme celle observée du 6 au 22 septembre à l'est de Kharkiv après un retrait précipité des Russes. À cet effet, la Russie dispose d'abord du missile 9M723 dont la capacité à emporter une charge nucléaire a été reconnue le 22 janvier 2020 par le ministère russe de la Défense. Sa puissance est variable, les données publiques s'étendant de 5 à 50 kilotonnes, en cohérence avec celle de la charge du Tochka que ce missile remplace. La Russie dispose aussi du missile anti-navire Kh-22M, embarqué par les bombardiers stratégiques Tupolev 22M3. Cette arme a été employée dans des frappes contre des cibles au sol en Ukraine, notamment les 25 et 29 juin ainsi que le 24 août, qui peut être aussi équipée d'une charge nucléaire. Leur puissance atteint 70 kilotonnes et la portée du missile monte à 500 km pour un usage air-sol. Dans le cadre de frappes de contre-batterie, l'artillerie soviétique disposait d'obus à charge nucléaire de 152 mm et de 203 mm. La position russe est équivoque sur leur maintien en service. 2 maquettes d'entre eux sont présentées en évidence au stand de l'agence atomique russe au salon de l'armement Armia 2022. Mais quelques conditions autorisent l'emploi de l'arme nucléaire. La Russie les a détaillées par le décret présidentiel numéro 355 du 2 juin 2020, dont l'article 17 prévoit d'abord « La Fédération de Russie se réserve le droit d'utiliser la force nucléaire en cas d'attaque à l'arme de destruction massive contre elle et ses alliés, de même qu'en cas d'agression contre la Fédération de Russie avec des armements conventionnels lorsque l'existence de l'État est menacée. » La Russie fixe par ce décret certaines de ses lignes rouges, même s'il existe un flou sur la notion d'existence même de l'État. Ce flou est intentionnel, il est parfois total pour certains des autres pays dotés, parmi les plus grands, afin de leur autoriser une certaine souplesse dans l'engagement de l'arme. Pour ce qui est de la Russie propre, l'une des meilleures pistes pour définir cette menace contre la survie de l'État est offerte par la doctrine militaire du 25 décembre 2014. Toute attaque qui vient empêcher la gouvernance et le contrôle des forces armées et empêcherait leur emploi des moyens nucléaires, les attaques contre les systèmes d'alerte avancés, les systèmes de l'activité spatiale, les dépôts de munitions nucléaires, les centrales nucléaires et toute structure impliquée dans l'industrie nucléaire, chimique et pharmaceutique. Seule cette menace contre la survie de l'État entrouvre la porte à une frappe en premier, c'est-à-dire qu'elle permet à la Russie d'employer l'arme nucléaire sans qu'elle ait été elle-même attaquée par ce moyen. Cet engrenage n'a rien de systématique. Quelques infrastructures stratégiques russes ont déjà été attaquées au cours du conflit avec l'Ukraine. C'est le cas des bases aériennes de l'aviation à long rayon d'action, la composante aérienne de la dissuasion nucléaire russe à Ryans et à Angel. 3 attaques ukrainiennes ont été menées contre elles, les 5 et 26 décembre, à l'aide des drones lourds Tu-141.
Au bilan, 6 militaires russes sont tués, pendant qu'un bombardier stratégique Tu-22M3 et jusqu'à 2 bombardiers stratégiques Tu-95MS sont endommagés. Des raids de représailles sont alors organisés dans les 2 jours suivants, cette attaque avec à chaque fois plus de 70 missiles de croisière. Ceux-ci sont à charge conventionnelle. La posture russe ne prévoit pas de riposte nucléaire systématique et semble dépendre du contexte et de l'intensité de l'attaque. Mais ce discours concerne-t-il vraiment l'Ukraine? L'effet d'une charge nucléaire tactique dépend de plusieurs paramètres comme l'altitude et la détonation. Un obus russe à charge nucléaire de 203 mm avec ses 2 kilotonnes reste 10 fois moins puissant que la bombe d'Hiroshima, mais 100 fois plus que la plus lourde des bombes conventionnelles jamais conçues. Dans tous les cas, une éventuelle utilisation devrait engendrer des risques d'escalade, surtout après les mises en garde américaines. Un emploi nucléaire russe est davantage concevable sur d'autres zones, si des circonstances précises sont rencontrées. Dans son allocution du 21 septembre, le président russe évoque la possibilité d'un tel engagement sans aucune allusion à l'Ukraine. Certains secteurs de Russie sont devenus vulnérables. Les unités russes, normalement basées sur les îles Kouril près du Japon, ont été décimées au nord de Kiev en mars 2022. Celles venues de l'enclave de Kaliningrad ont quant à elles été perdues lors de la contre-offensive ukrainienne déclenchée le 6 septembre dans le nord-est du pays. Anxieux d'être sujet à des attaques inopinées, avec le souvenir de l'assaut du Japon à Port Arthur en 1904, le dirigeant recourt à un narratif où Kiev n'est pas le premier destinataire. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et surtout à liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.